Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78. L'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. JO de Tokyo, invité exceptionnel dans ce 7-8 Sport, la boxeuse professionnelle Maïva Amadouche, sextuple championne du monde de boxe IBF, pourrait être porte-drapeau de la délégation française cet été au pays du soleil levant. Elle répondra à toutes nos questions dans un instant. Tennis de table, un club est en plein développement, le Skyping, une structure qui rassemble les villes de voisins bretonneux Trappes, Villepreux, La Verrière et Magny-les-Hameaux. Le club se développe et va créer un pôle national à partir de septembre prochain. Plus d'informations dans cette émission. Football, l'Olympique Sporting Club d'Elancourt fête cette année ses 30 ans d'existence. Nous recevrons dans cette émission plusieurs membres de la structure pour parler de cet anniversaire. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va parler tennis. Nous l'avions dans le 7-8 Sport de la semaine dernière. Arthur Rinderknecht a perdu au deuxième tour sur la terre battue de l'ATP 250 de Belgrade en Serbie. Le Saint-Germanois, 129e joueur mondial, s'est incliné contre Miomir Kecmanovic en 3-7. 6-3, 3-6, 6-3 en 1h43 de jeu. L'Yvelinois n'a pas à rougir de cette défaite. Il est sorti des qualifications. Il avait remporté un beau match contre Juan Ignacio Londera, sa première victoire ATP sur terre battue, de bon augure en vue du tournoi de Roland-Garros qui débutera le 24 mai prochain. On continue par du basket. Il est de retour et il est en très grande forme. Blessé ces dernières semaines, Victor Wembanyama a brillé ce week-end sur les parquets de première division française. Le jeune basketteur yvelinois de 17 ans a battu son record de points et a permis à son club de Nanterre de gagner face à Orléans le score 98-89. Lors de cette rencontre, l'immense joueur de 2,19 m passé par le club du Chénet-Versailles a passé pour la première fois la barre des 10 unités. Il signe 12 points, 6 rebonds, 2 contres et une passe en seulement 14 minutes de jeu. Une performance qui devrait de nouveau attirer le regard des scouts de la NBA. En cyclisme, on l'a appris la semaine dernière, à 4 mois des JO de Tokyo, le directeur technique national de la Fédération française, Christophe Manin, a décidé de mettre fin avec effet immédiat aux missions d'entraîneur national du sprint de Clara Sanchez. La raison, là, un conflit interne au sein du staff. L'ex-pistarde était notamment double championne du monde de Keirin et 3 fois vice-championne du monde de cette discipline. Elle était co-entraîneuse depuis 2016. On écoute justement Christophe Manin, le directeur technique national responsable de cette décision. J'espérais vraiment que ça tienne jusqu'au JO et qu'on l'équipe puisse rester en place et que après il y ait éventuellement une réorganisation. Mais je pensais que ça tiendrait. Malheureusement, le conflit s'est aggravé là dans les derniers jours, en l'occurrence là, il y a 2 semaines, et j'avais peur que ça dégénère et que ça a un impact sur les sportifs. Jusque-là, les sportifs avaient été préservés, donc voilà, j'ai été obligé de prendre cette mesure de fin de mission pour Clara Sanchez. L'équipe de France de sprint sera entraînée par Herman Therrien pour les JO de Tokyo. Nous allons justement parler des JO de Tokyo. Maïva Amadouche, sextuple championne du monde de boxe IBF, pourrait être porte-drapeau de la délégation française cet été au pays du soleil levant. La boxeuse de 31 ans qui s'entraîne notamment à Elancourt au Boxing Club de Saint-Quentin en Yvelines a été présélectionnée. Elle sera en concurrence avec 6 autres athlètes de haut niveau. Maïva Amadouche est justement avec nous via écran interposé. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'imagine que c'est un honneur d'être présélectionné dans cette liste. Oui, bien sûr, c'est un honneur déjà par ma propre fédération, déjà d'avoir été désigné par ma propre fédération, déjà c'est un honneur parce qu'on est pas mal de boxeurs et même si j'ai beaucoup de titres, j'apprécie vraiment cet honneur que me fait la Fédération française de boxe et bien sûr notamment ça m'a notamment donné la chance de pouvoir me candidater pour être porte-drapeau lors des Jeux Olympiques et ça serait vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Et comment ça s'est passé? C'est vous qui êtes allé les voir ou c'est plutôt l'inverse? Alors c'est l'inverse, il faut savoir que quand la fédération nous désigne comme porte-drapeau de la fédération, en fait, on a droit ensuite à se porter candidat pour être porte-drapeau. Il n'y a pas eu énormément de candidatures, parce qu'il faut savoir que c'est un poste à responsabilité quand même, hein, ça c'est sûr, on va pas le nier. Et donc du coup, on m'a contacté en me disant que c'était possible du fait d'être nominé par ma fédération. De porter ma candidature pour être porte-drapeau et c'est ce que j'ai fait bien sûr. Alors on va revenir sur votre carrière. Vous avez un bilan de 22 victoires en 23 combats chez les professionnels. Vous êtes championne d'Europe EBU, championne du monde IBF. Vous êtes également vice-championne d'Europe en 2019.
Clairement, votre palmarès parle pour vous. Vous êtes peut-être la meilleure candidate. La meilleure candidate, après, il y a beaucoup de sportifs. Je pense qu'on est tous là, on n'est pas là par hasard. Qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit dans l'athlétisme, dans les sports de combat, tout le monde va se donner à fond sur ces Jeux Olympiques. Donc, que ce soit moi ou pas, je veux dire, quelque part, il n'y a pas d'animosité entre nous. On est tous une équipe, on est tous l'équipe de France, comme on dit. Donc voilà. Après, c'est sûr que pour moi, à titre personnel, ce serait vraiment un honneur d'être nominé porte-drapeau. Déjà parce que je représente plein de choses à moi-même. J'ai plein d'idées à apporter. J'ai plein de choses à apporter. Et vraiment, je serais ravie de porter le drapeau, bien évidemment. Alors, pour la première fois, il y aura 2 porte-drapeaux, un homme et une femme. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Oui, selon moi, c'est une bonne idée. Bon, c'est sûr que c'était la première fois. Après, il y a un début à tout, hein. Pour moi, oui, c'est une bonne idée parce que justement, on fait sauter quelques clivages. Parce que bon, c'est sûr que si ça avait été un homme, on aurait dit bon, ça manque un peu de présence féminine. Et peut-être pareil dans l'autre sens. Donc finalement, moi je trouve que c'est une idée géniale. Donc il faut bien un début à tout et pourquoi pas le faire après sur les prochaines, sur d'autres Olympiades. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques? C'est un rêve d'y participer? Ah oui, c'est un rêve, surtout qu'en étant boxeuse professionnelle, j'avais vraiment laissé les Jeux Olympiques de côté parce qu'il faut savoir que quand on est sportif, quand on est boxeur professionnel, on n'a pas le droit de se présenter aux Jeux Olympiques. Ça s'est ouvert pour les hommes pros à Rio, là c'est ouvert pour les femmes également là pour Tokyo. Donc c'est vraiment une nouveauté dans la boxe d'accepter les boxeurs professionnels. Il y a eu ça a suscité beaucoup de débats cette décision-là de nous intégrer au circuit olympique. Donc pour moi c'est vraiment une chance en plus parce que j'avais vraiment tiré un trait sur ces JO, sur les JO tout simplement. Donc en fait pour moi c'est une chance inestimable. Alors, je le rappelle, vous n'êtes pas encore qualifié pour ces Jeux Olympiques. Vous allez participer à un tournoi de qualification olympique du 4 au 8 juin à Villebon-sur-Yvette. Il faut gagner 2 combats pour vous qualifier, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, en premier tour, je rencontrerai la Croate. Et en second tour, je rencontrerai la vainqueur Irlande-Pologne. Voilà, donc c'est 2 combats qu'il faut gagner impérativement pour accéder aux Jeux Olympiques. Bien sûr, je m'entraîne pour ça, je pars pour ça. Et mon premier objectif déjà, c'est celui-là, c'est de me qualifier. Donc, porte-drapeau, tout ça, c'est très bien. Mais bien sûr, il faut d'abord que je me qualifie. Donc, ma concentration est déjà là, bien sûr, bien évidemment. Alors, on a quelques petits soucis techniques, mais on vous entend quand même, Maïva. Alors, comment vous vous préparez justement pour cet événement? Alors, je me prépare assez durement, je pense comme tous les autres sportifs. Donc là, je m'entraîne avec l'équipe de France à l'INSEP. À l'INSEP, j'ai des grosses préparations physiques, techniques. L'année de report des Jeux Olympiques m'a permis aussi de m'aguerrir en termes de boxe amateur, de boxe olympique. En étant boxeuse professionnelle, ça m'a permis aussi de m'aguerrir cette année-là, de mûrir ma boxe, de me perfectionner. Donc pour moi, cette année-là, finalement, c'est un plus quelque part parce que je me sens plus forte techniquement. Physiquement, j'ai toujours été là et j'arrive à apprivoiser les rouages de la boxe olympique encore plus qu'il y a un an finalement. Donc pour moi, c'est vraiment top et je me sens vraiment bien pour ces qualifications. Vous allez également vous entraîner au boxing club de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la team Farouja. Est-ce que c'est important pour vous pourquoi déjà les Yvelines? D'abord, je tiens à lui faire un petit coucou, à le saluer, Tanguy Farouja. Pourquoi les Yvelines? Parce que moi, c'est vrai que avant, j'ai fait plusieurs clubs, j'ai fait énormément de clubs, et c'est vrai que chez Tanguy Farouja, bon, il y avait des boxeurs déjà que je connaissais dans ce club-là, donc qui s'entraînaient là-bas, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu rejoindre ce club-là, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai vu d'autres sportifs, d'autres boxeurs réussir dans ce club-là, et moi après j'ai voulu essayer. Tanguy, c'est quelqu'un vraiment d'assez ouvert, de professionnel.
Et en plus, il a un caractère qui correspond aussi au mien. C'est important aussi pour un boxeur d'avoir un dirigeant, d'avoir un entraîneur, d'avoir tout ce monde-là autour de nous qui vont dans notre sens à nous aussi. C'est-à-dire que deux caractères qui opposés ne peuvent pas forcément travailler ensemble. Et Tanguy Faroudia, pour le coup, était assez compréhensif avec moi, parce que je suis une boxeuse assez exigeante et un peu complexe parfois. Donc sur ça, il a su me comprendre. Donc ça a été un bon club pour moi. Alors, dans votre vie personnelle, vous êtes policière, vous avez également lancé des cours de boxe pied-point dédiés aux femmes victimes de violences conjugales. Vous travaillez notamment avec l'association Women Safe à Saint-Germain-en-Laye. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans ce projet ? Alors, pourquoi je me suis lancée dans ce projet ? C'est pas arrivé par hasard du tout, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mûri la décision de partir de mon ancien service, donc la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris, qui est une compagnie de terrain pour le coup. J'ai longtemps mûri cette décision-là. Il s'est passé aussi pas mal de choses autour qui ont fini de me décider sur ce choix-là. Et du coup, j'ai intégré un autre service et je me suis dit que je voulais venir en aide en fait aux personnes qui en avaient besoin. Je pense que elles en ont besoin, la police en a besoin, tout le monde en a besoin, et de partir un peu du côté du tout répressif pour essayer de me rapprocher un peu plus de la prévention et être un peu plus bienveillante avec les personnes qui en ont besoin. Et je voulais mettre aussi la boxe à profit. J'avais du mal à trouver ce trait d'union entre la boxe et la police. Là, je l'ai trouvé avec cette mission-là pour moi qui me scie à ravir, quoi, vraiment. Et donc, franchement, venir en aide aux femmes en difficulté, pour moi, c'est vraiment un second souffle pour moi là que je retrouve, parce que je vois qu'elles en ont besoin et j'ai vraiment l'impression de travailler de façon encore plus efficace sur le terrain. Et ça me rajoute un défi. C'est un défi en plus parce que j'aimerais le nationaliser. J'aimerais que ce soit fait dans d'autres endroits que dans le 78. J'aimerais un peu élargir tout ça. J'ai de l'aide, on m'accompagne pour ce projet-là. Et donc, on aimerait faire ça, le nationaliser. Donc, c'est un projet en plus. Dernière question, une question un peu plus atypique. On vous surnomme El Veneno, qui veut dire le poison en espagnol. D'où vient ce surnom ? Alors, El Veneno, ça vient d'une anecdote, en fait, parce que quand je suis passée professionnelle, je trouvais pas forcément d'adversaire. Les entraîneurs disaient aux miens, oui, ta boxeuse, c'est un poison, on n'en veut pas, garde-la. Moi, j'étais pas super appréciée en tant que boxeuse. On voulait pas forcément me boxer parce qu'on s'attendait forcément à un combat compliqué. Et du coup, comme j'admire toujours les boxeurs mexicains qui ont un surnom justement un peu comme ça, El Terrible, tous ces surnoms-là, je voulais leur ressembler et je voulais me donner une image, une identité. Et donc, j'ai voulu m'appeler Le Poison et qui se transformait en El Veneno. Finalement, c'est ça l'histoire d'El Veneno et mon palmarès parle de lui-même. Merci à vous, Maïva Amadouche. Bon courage pour les qualifications olympiques. On vous souhaite d'être porte-drapeau de la délégation française cet été à Tokyo. La réponse sera connue fin juin, début juillet environ. On continue par du volleyball. Conflans-Andrézy jouit, il n'en finit plus de gagner dans le championnat élite. Les Yvinois se sont imposés une nouvelle fois contre Caudry, une semaine seulement après avoir joué le match aller. Le score est également identique, 3-7-1, 25-18, 27-29, 25-23, 25-19. Au classement, le CAJVB pointe à une très belle 3e place après 19 matchs disputés. L'objectif du début de saison est pour l'instant respecté. Après le volleyball, on ouvre un chapitre aventure. C'est un rendez-vous pour les têtes brûlées. Le Trek-in Gazelle sera organisé du 6 au 11 novembre prochain. Un trek 100% féminin dans le cœur du désert marocain avec une centaine de personnes. Parmi les aventurières, une Yvelinoise originaire d'Orgeval va participer à l'événement. Reportage de Célia à Gatsongo. Habitante d'Orgeval, Christelle Lemoine va participer à la première édition du Trek-in Gazelle. Avec seulement une carte, une boussole et des coordonnées géographiques, elle devra rallier chaque jour plusieurs balises. C'est une course d'orientation, mais ce n'est pas une course de rapidité. Il s'agit en fait véritablement d'essayer de faire le moins de kilomètres possible. Donc il faut trouver, via tout le chemin qu'on aura balisé de toute la journée, la distance la plus courte possible. Ce trek 100% féminin organisé par Mayenga, une agence événementielle sportive, est aussi 100% solidaire. 5 € seront reversés au secours populaire pour chaque balise trouvée par une équipe. Puisque l'aventure se fait à 3, Christelle est donc accompagnée d'Émilie et de Laurence, qui habitent en région parisienne et qui travaillent avec Christelle.
Quand elle a su que c'était un trek, elle a pensé à moi parce qu'elle sait que j'aime le trek. Voilà, donc le trek, la marche, le côté un peu non confortable de l'endroit aussi, le désert est intéressant et puis le fait de bivouaquer. Pour s'entraîner, les 2 jeunes femmes font des randonnées. Christelle vient entre 3 à 5 fois par semaine dans le bois d'Abecourt à Orgeval. L'avantage de cette forêt, c'est que ça nous permet d'avoir plusieurs passages avec quelques dénivelés, dont celui-ci, ce qui nous permet justement de nous entraîner à des montées un petit peu plus compliquées. Alors évidemment, c'est pas un environnement sableux. Mariée et mère de 3 enfants, cette quarantenaire avait déjà participé au rallye automobile en 2019, une expérience qui l'a beaucoup marquée. C'est une aventure qui est passionnante dans tous les sens du terme. C'est un dépassement de soi incroyable. C'est vraiment pas facile, hein. Ça va être physique. Après, ça va être aussi beaucoup mental, puisque la fatigue, le stress. Malgré cela, Christelle tient à participer de nouveau à ce rallye, cette fois-ci à pied. Les 3 jeunes femmes sont encore à la recherche de sponsors pour financer leur aventure. Pour les amoureux de tennis de table, un club est en plein développement, le Skyping, une structure qui rassemble les villes de Voisins-le-Bretonneux, Trappes, Villepreux, La Verrière et Magny-les-Hameaux. Le club se développe et va créer un pôle national à partir de septembre prochain pour la section handisport. C'est une chance de grandir dans les prochains mois. Les explications avec Bichente Merian Santisteban. Ce sont quasiment les seuls à avoir pu reprendre les entraînements en salle. La section handisport du Skyping s'entraîne tous les jours de 11h à 17h. Ouverte en 2015, elle rassemble des joueurs avec différents handicaps physiques. C'est vraiment assez récent que je peux jouer en handisport parce qu'en fait, au final, pendant une dizaine d'années, je jouais en club valide parce qu'il n'y avait pas forcément de club handisport. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir quand le club a ouvert une section handisport pour justement connaître quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas du tout. On ouvre cette porte à tout type de handicap. Et tout type de handicap peut se mouvoir ici et puis pouvoir profiter de l'expérience de Geoffrey Nizan, de l'expérience des coachs qui ici sont habilités à. Cette année, il y a 20 joueurs inscrits, dont certains visent des titres nationaux dans leur catégorie. Un nombre qui va augmenter avec la création d'un pôle handisport dès septembre prochain. Cette structure a pour objectif de regrouper au même endroit des jeunes ou moins jeunes qui ont un potentiel d'intégrer plus ou moins l'équipe de France à moyen ou long terme, avec possibilité de gérer la scolarité en même temps. Symbole de cette réussite, Florence Siro, présidente du club, elle est également en lice pour participer aux JO paralympiques de Tokyo. Parmi ses projets, une compétition internationale handisport au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce tournoi va s'inscrire dans de multiples organisations d'événements et notamment on souhaiterait pouvoir organiser le tournoi de qualification des Jeux paralympiques pour Paris 2024. Le premier Sky Para-TT French Open, qui devrait rassembler 200 pongistes handisport, aura lieu du 9 au 11 novembre 2021. On va maintenant parler football. Cette année, l'Olympique Sporting Club d'Elancourt a fêté ses 30 ans. Pour nous parler de cet anniversaire, nous avons avec nous en visio la présidente Mireille Lafont, l'éducateur des seniors Diakari Diakoné et Kili L'Aigle, joueuse féminine dans la structure. Bonsoir. 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 Alors déjà 30 ans, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, on va peut-être commencer par la présidente. 30 ans, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup d'années. Voilà, une fierté déjà d'avoir pérennisé cette association au sein de la ville d'Elancourt, d'avoir permis à tous les pratiquants et les pratiquantes d'avoir pu jouer au football sur les terrains d'Elancourt. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être là ce soir. Donc voilà, c'est aussi un bilan qu'il faut tirer de 91. Un club qui a grandi par le nombre de ses licenciés. On était 491, ça fait 4-5 ans qu'on est aux alentours des 800 licenciés. Donc voilà, déjà, c'est un grand pas. Un club labellisé, labellisé FFF, label jeune et école de foot féminine depuis 2017, label qu'on représente cette année. C'est un partenariat avec le club emblématique de la JOCR depuis septembre 2012. Et puis depuis 2010, la démocratisation du foot féminin au sein de l'OSCE. Donc voilà, un bilan rapide. Alors on va tout d'abord parler de l'équipe senior, l'équipe Fagnon. Elancourt évolue en D2 de district. Est-ce que l'équipe pourra aller plus haut ? Je vais peut-être vous poser la question à vous, Diakari Diakoné. Oui, on aspire à rejoindre la R3, la régionale
sous quelques saisons, c'est-à-dire 2-3 saisons maxi. Là, on était bien parti dans une bonne spirale où on a fini. Le championnat s'est interrompu alors qu'on occupait la première place avec une seule défaite en 5 matchs. Donc, on était très optimiste. J'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs super fort du cru, donc effectivement on aspire d'être en régional minimum le plus rapidement possible. Est-ce que sur les dernières années il y a des joueurs qui ont percé au plus haut niveau? Là aussi on est assez fiers parce qu'effectivement on a quelques joueurs emblématiques qui sont passés par chez nous et qui ont réussi. On pourrait citer Yannick Kamanan, FX qui est aujourd'hui à Hyères, Moussa Diarra qui est en Angleterre. On a Manon Couvreur aussi. Il y a Manon Couvreur qui est passé par le centre, qui est encore au centre de formation à Auxerre. Et Jean-Philippe Mendy, à l'occasion de ses 30 ans, on a eu l'occasion d'avoir un petit coucou de la plupart d'entre eux. Et effectivement, on est assez fiers de compter certains qui ont pu évoluer aux plus grandes sphères de professionnels. Kini Lègle, est-ce que c'est avant tout un club formateur, ce club d'Élancourt? Alors bien évidemment, comme tous les clubs, on est formateur, d'autant plus qu'on a un partenariat avec l'Auxerre, avec la JA. On a quand même pas mal de joueurs qui ont percé, donc c'est une preuve de notre efficacité dans ce domaine. Et on est tous guidés par la même passion, donc oui, le club fera en sorte de nous former au mieux. Et comment on fait pour les former, ces jeunes, justement, au plus haut niveau? Alors, je pense que tout part des éducateurs, déjà, des bénévoles du club. Je pense que sans bénévoles, une association ne fonctionnerait pas. Et c'est un engagement qui est motivé par la passion du foot. Donc, c'est un engagement qui ne se compte pas, on ne compte pas nos heures. On est tous guidés par la même volonté, la même passion. Donc, je pense que tout doit venir d'une passion commune pour qu'on puisse évoluer de la meilleure des façons. Mireille, combien il y a d'éducateurs justement au sein du club d'Élancourt? On a une quarantaine d'éducateurs qui œuvrent toutes les semaines et tous les week-ends sur les terrains, que ce soit des plus jeunes jusqu'aux équipes seniors et vétérans. On est d'accord? Sans eux, le club ne pourrait pas exister, c'est bien ça? Non, c'est déjà, de toute façon, pour faire du foot, il faut des éducateurs, donc il faut déjà commencer par ça. Et puis derrière, il faut effectivement des équipes dirigeantes, il faut des gens au bureau pour faire tourner cette grosse machine. Et vous avez également du coup une équipe féminine depuis le 1er juillet 2010. Finalement, c'est assez récent, mais vous étiez peut-être les pionniers à lancer des sections féminines dans le département. Mireille. C'est ça. Donc, écoutez, sur le local, on va dire que Montigny était déjà implanté. L'idée est partie d'un projet de notre éducateur, d'un joueur qui voulait devenir éducateur, Kini, donc le frère de Kini, qui s'appelle Dany Lègle, qui est venu porter ce projet à l'ancien président Jean-Pierre Leduc. Donc on a commencé par la pyramide inversée, on va dire. On a commencé par les seniors, et puis aujourd'hui on est fiers parce qu'on a des équipes dans toutes les catégories. Donc aujourd'hui à Élancourt, on peut proposer du foot féminin dans l'ensemble des catégories d'âge. Donc voilà, on est content du résultat. Kini, vous avez justement débuté dans cette équipe dès 2010. Exactement, on a commencé petit, on était même pas une quinzaine de licenciés, je me souviens. Et on en est actuellement à une centaine de filles dans le club. Donc c'est une fierté, je pense, de mon frère, du club. Je suis assez fière d'être là, de continuer aujourd'hui le foot. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va parler maintenant de l'actualité. Madame la Présidente, comment se gère l'actualité, le Covid-19 ? Est-ce qu'à la rentrée, tout sera normal ou ça sera encore compliqué ? Écoutez, il faut l'espérer. Après, voilà, c'est vrai que la pandémie a heurté de plein front l'ensemble des sports collectifs au niveau national. On a des contraintes, des instances, du ministère. Effectivement, les annonces gouvernementales, il faut toujours attendre les décrets avec des choses qui sont modifiées à chaque fois. Donc, c'est toujours difficile. On s'est toujours adapté, on est toujours présent, on essaie d'accueillir les joueurs dès qu'on peut, dès que les créneaux sont disponibles, que ce soit le feu ou dans les vacances, un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà, on peut l'espérer. De toute façon, nous, on sera prêts pour accueillir tous les licenciés dès la saison prochaine. Merci à vous trois d'être intervenus dans cette émission. On vous souhaite bon courage pour la reprise en septembre.
et on vous invitera à nouveau sur TV78 pour fêter vos 40 ans dans 10 ans, on l'espère. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alors, 2 rendez-vous à noter dans vos agendas en football. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain joue une demi-finale de Ligue des Champions. Les joueurs parisiens qui s'entraînent dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye vont recevoir au Parc des Princes les Anglais de Manchester City. Le groupe parisien devrait être au complet pour ce rendez-vous. La rencontre est programmée à 21h. Un rendez-vous golfique également, comme pressenti ces dernières semaines. Un nouveau tournoi du circuit français sera programmé au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le Linksea Open FF Golf sera organisé du 6 au 9 mai sur les anciennes dates de l'Open de France décalées à cause de la crise sanitaire. Ce tournoi sur 54 trous et sans cut va permettre à une 60aine de joueurs et joueuses professionnels et une 30aine d'amateurs de s'affronter. Les 30 meilleurs golfeurs se partageront 40 000 € de dotation. Le vainqueur empochera près de 7 000 €. L'événement se déroulera à huis clos. Enfin, on termine par une dernière information. On vient de l'apprendre, la course à pied Paris-Versailles vient d'être annulée pour la 2e année consécutive à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs ne veulent pas prendre de risques en vue du contexte et du flou autour de l'évolution de l'épidémie. Chaque année, près de 25 000 participants venus de plusieurs pays, 2500 bénévoles sont mobilisés sur l'événement. Les dossards seront remboursés à 100%. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux participants pour le 25 septembre 2022. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.